Bien, bonsoir. Dans l'actualité, un nouvel épisode dans la guerre des mots entre le président de la République et son ancien directeur de cabinet adjoint. Selon Moubarak Lo, plus de 2 milliards de francs CFA sont passés sous le nez de la demande sociale. À Ouakam, les autorités coutumières se réconcilient et se placent derrière une seule ligne de mire. Le point, c'est l'État du Sénégal. La division des Diaraf avait en effet empêché le recouvrement de plus de 3 milliards de francs CFA dans le cadre d'une transaction foncière. Le Sénégal a célébré la journée mondiale contre le diabète. Le ministre de la Santé a partagé de nouvelles méthodes de lutte contre la maladie. Le directeur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie est l'invité de cette édition. Babacar Fall nous fera entre autres un bilan à mi-parcours de cette opération de recensement en cours depuis le 19 novembre dernier. 2,5 milliards de francs CFA, une dépense inopportune dans le cadre du programme DISO. Une révélation de l'ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Moubarak Lo, qui signale par la même occasion la main de l'ancien ministre des Finances, Amadou Kane. Depuis son départ en effet du palais de la République, les mots s'entrechoquent de part et d'autre. Ibrahim Kamara nous fait le récit de tout ça. Le divorce entre le président de la République Macky Sall et son ex-directeur de cabinet adjoint Moubarak Lo se conjugue au passé. Mais le feuilleton se poursuit. L'ancien collaborateur du chef de l'État Moubarak Lo sort de sa réserve suite à un communiqué de la présidence qui indique que Macky Sall lui aurait retiré sa confiance pour conduire le projet Sénégal émergent. Ce que Moubarak Lo confirme, mais en soulignant que le communiqué du palais a oublié de mentionner les causes profondes de sa démission. L'économiste explique que c'est le choix présidentiel d'accepter qu'un groupe de Sénégalais établis à l'extérieur est regroupé dans une structure dénommée DISO, dont l'ancien ministre de l'économie et des finances Amadou Kane était membre avant mars 2002 et qui joue un rôle prépondérant dans le projet Sénégal émergent au détriment des hauts cadres de l'État. Moubarak Lo renseigne que DISO ne peut nullement, selon le texte, donner des orientations au comité de projet, comme il a toujours voulu le faire avec l'implication de ses membres basés à l'étranger. Moubarak Lo poursuit que 5 hauts fonctionnaires mis ensemble pendant 3 mois auraient pu rendre un rapport de qualité au moins similaire à celui livré par un cabinet international pour un coût presque nul. Ceci permettrait d'économiser 2,5 milliards de francs CFA ou plus gaspillés dans le projet. Cette somme, poursuit Moubarak Lo, aurait pu permettre à 100 000 femmes d'accoucher en toute sécurité et de manière gratuite dans des postes de santé ruraux, construire 25 forages ruraux, électrifier 100 villages, bâtir 500 salles de classe et 2500 km de pistes rurales. Les autorités coutumières de Ouakam décident désormais de parler d'une seule voix pour l'intérêt des stèles du village. Les 3 Diaraf ont enterré la hache de guerre et leur premier combat consistera à recouvrer de l'État du Sénégal la somme de 3,59 milliards de francs CFA dans le cadre d'une transaction foncière. Et à Diallo, Chérif Dia. Fini les querelles entre Diaraf à Ouakam. Oumar Gueye Sambou, Ngueye Khoudia Gueye et Youssou Ndoye, les 3 dignitaires lébou ont fumé le calumet de la paix ce week-end à travers cette manifestation dénommée Ouakam Diammo. Il est vrai de l'intérêt des Ouakamois d'être unis. Nous avons perdu pendant 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de réussir cette mission-là. Cela fait des années que les Ouakamois se disputent et que chacun prend parti pour ses proches. Par la grâce divine, et nous représentons la communauté comme il se doit. Et aujourd'hui, tout Ouakam est réconcilié avec elle-même. On rend grâce à Dieu. Ouakam dispose d'un riche patrimoine foncier, mais ses 100 000 habitants n'en ont pas profité à cause de la division notée au sein des Diaraf. Ces chefs coutumiers lébou, maintenant réconciliés, réclament à l'État une dette de 3,59 milliards de francs CFA. 3,59 milliards, l'État nous doit 3,59 milliards. Nous ne sommes pas encore rentrés dans nos fonds à cause de la division qui régnait au niveau de la communauté.
Mais nous avons fait la paix et l'État est prêt à payer l'argent. On nous dit même qu'il y a 1 milliard qui est déjà disponible. Si l'État nous doit de l'argent, nous avons le droit quand même de le réclamer. C'est pourquoi nous le lui réclamons, il ne doit y avoir aucun problème. Nous n'encaisserons aucun franc, tout l'argent ira dans un compte pour des questions de transparence. Un comité restreint a même été mis en place en présence d'un huissier qui l'a constaté, au grand bonheur des habitants heureux de voir leur chef coutumier donner l'exemple. Médiateur de la République, une institution méconnue ou en tout cas très peu sollicitée dans le cadre des conflits entre citoyens. Le médiateur de la République le déplore, indique également qu'on réduit son champ d'intervention aux litiges fonciers, la gestion des carrières des travailleurs et des retraités. Nous y revenons avant la fin de ce journal. Notez justement que le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture, Macky Sall, qui a annoncé le renforcement des prérogatives de l'institution. À ses yeux, elle consolide la démocratie et l'état de droit. Nous l'entendrons également avant la fin de ce journal. La 22e édition de la foire internationale de Dakar, la FIDAK 2013. Le ministre du Commerce a visité les lieux aujourd'hui. Alioune Sarr, qui se réjouit cette année de la participation de l'Arabie Saoudite, également de l'Autriche et du Cap-Vert. C'est un sentiment de sérénité et de satisfaction pour ce que j'ai vu. J'ai vu que les dispositions sont prises en termes de sécurité, déjà avec les échanges que j'ai avec M. le directeur général. Il y a un travail avec une grande synergie qui a été fait avec les sapeurs-pompiers, avec les services de la protection civile, avec la gendarmerie nationale. Et je crois que toutes les dispositions sont prises pour que le 28, à partir du 28, que l'ensemble des personnes qui seront là puissent être dans des conditions de sécurité garanties. Je dois également saluer vraiment l'effort qui a été fait par le directeur général en termes d'innovation et d'acquisition aussi d'investissements nouveaux pour permettre au CICES de pouvoir assurer un meilleur service à ses clients. Donc les Sénégalais seront là dans tous les secteurs, mais également les ministères, le gouvernement et tous les services de l'État seront là également pour présenter au public sénégalais ce qu'ils font. Parce que vous savez que le président a demandé une plus grande proximité auprès donc, des populations et naturellement la foire est un moment privilégié pour les entreprises mais aussi pour les services de l'État. Nous avons également noté la participation de très grands pays, notre pays ami et frère le Cabo-Verde, mais également l'Arabie Saoudite, l'Autriche, de très grands pays, l'Inde qui seront là également cette année. Et tout cela montre que le CICES sera aujourd'hui en mesure de vraiment d'organiser une foire qui sera une très bonne vitrine pour le Sénégal et pour l'économie nationale. La FIDAK 2013 du 28 novembre au 11 décembre prochain. De nouvelles méthodes de lutte contre le diabète. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a partagé la réflexion à Fatick, la capitale du Sine, qui a accueilli cette année la journée mondiale consacrée à la lutte contre la maladie. Le Sénégal, qui l'a célébré ce jour pour des raisons de calendrier, justement. La date universelle, vous le savez, est bien le 4 novembre. Eva Marie-Colsec. Nous avons également un partenariat avec l'UIT, qui s'occupe donc de télécommunications au plan mondial, pour pouvoir utiliser ce qu'ils appellent le M-diabète, c'est-à-dire utiliser le téléphone mobile pour envoyer des SMS au niveau des malades pour leur rappeler leur traitement, des choses comme ça, mais aussi SMS dans la population générale pour leur rappeler qu'il faut éviter de manger trop sucré, qu'il ne faut pas manger trop de riz, qu'il ne faut pas manger trop gras. Ce que nous pensons quand même faire, il y a l'insuline qui est déjà subventionnée, mais nous allons dans le sens de beaucoup travailler avec aussi les génériqueurs. Nous voulons avoir des coûts moindres pour que les personnes puissent aussi vraiment accéder au traitement sans problème. Mais il y a aussi la couverture maladie universelle qui va permettre à chacun de cotiser un peu, mais au bout d'avoir accès aux soins. Et donc l'offre de soins sera orientée aussi vers les diabétiques.
Et puis cette fusée de détresse du centre hospitalier de Tambacounda, où les responsables reconnaissent une bonne volonté des autorités. En revanche, il faudrait plus que de la volonté face à la vétusté de l'équipement et le personnel insuffisant. C'est l'appréciation recueillie sur place par Dissa Prera Diafaraba. Après des années plongées dans la léthargie, le centre hospitalier régional de Tambacounda renaît peu à peu de ses difficultés. L'État s'est attelé à la réfection et à l'équipement de certains blocs sanitaires. Scanner qui est aussi entièrement financé par l'État. Centre d'hémodialyse qui a été inauguré au mois de mars qui constitue une des réalisations dans cet hôpital-là au profit de la région de Tambacounda. Il y a la centrale d'oxygène qui a démarré aussi. Aujourd'hui, Tambacounda produit son oxygène. On n'achète plus l'oxygène et la production d'oxygène se fait au niveau de l'hôpital. Malgré ce bond qualitatif, l'hôpital souffre encore et toujours de beaucoup d'insuffisances, notamment un déficit criard de personnel qualifié, surtout de spécialistes. Pour le personnel, si je vous dis que nous n'avons qu'un seul pédiatre, un seul gynéco, si je vous dis que nous n'avons pas, il n'y a pas suffisamment de médecins, ça c'est connu. Bon, malgré, c'est vrai qu'on a essayé de contractualiser avec certains médecins pour appuyer, mais il n'y en a pas encore suffisamment. Et sur le plan également du personnel paramédical, on n'en a pas un nombre suffisant. Et les gardes sont très rapprochés dans les services, et ce qui fait qu'il y a une surcharge de travail quand même. Dernièrement, nous avons connu un arrêt de travail au niveau de la radiographie. Il y a eu une petite ennui. Heureusement, bon, Dieu merci, je pense que mais nous avons connu quand même des ennuis avec cette radiographie. Également, des appareils d'échographie. Nous avons aussi souvent des ennuis. Nous avons du matériel, par exemple, de stérilisation, mais qui n'est pas adapté à la zone. Établissement public de santé de niveau 2, depuis 2001, l'hôpital régional de Tambacounda polarise une grande partie du Sénégal oriental. Elle reçoit même des patients venant de la sous-région. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, vous n'avez plus que 48 heures si vous avez des enfants entre 9 mois et 14 ans. Nous nous sommes rendus aujourd'hui au centre de Wakam, le centre de santé, qui heureusement a refusé du monde. Avant, si un enfant contractait la rougeole, on le couvrait tout simplement. Et là, quand les boutons commencent à apparaître, on lui donne du jus fait à partir du pain de singe. La rougeole s'identifie et se traitait ainsi. Aujourd'hui, la vaccination est le seul moyen de prévention de la pathologie. Actuellement, le vaccin est le traitement le plus approprié. Il suffit tout simplement de respecter le calendrier de vaccination de l'enfant. Pour la présente campagne, un seul vaccin pour lutter contre ces deux maladies. L'initiative est saluée par les populations. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, pour un père de parents ou bien la maman. Les gens doivent sortir et pouvoir vacciner leurs enfants. Je pense que cette campagne-là, c'est l'intérêt de tout le monde, pour tout un Sénégalais. Moi, je suis tout le temps les vaccins de mes enfants, moi-même, tout le temps. Au centre de santé de Wakam, le personnel est en plein des vaccinations pour atteindre 95% de la cible. Chaque matin, on fait le dispatching des équipes en fonction des quartiers et les relais communautaires vont sur le terrain. Depuis le 18. On a débuté depuis le 18 novembre dernier. Il y a une grande affluence puisque les gens viennent vacciner leurs enfants de 9h à 18h. Matin et soir. La dernière campagne de vaccination contre la rougeole au Sénégal remonte à 2003. Cette année, avec un budget de 2 milliards, les autorités sanitaires veulent éradiquer ces deux maladies, la rougeole et la rubéole, à l'horizon 2020. Des milliers de décibels ont envahi le désert de Lompoul le week-end dernier. Le festival du Sahel qui a réuni des compositeurs et interprètes de divers horizons, un brassage au nom de la paix et de l'échange. Pape Chagnaï Diouf. Au beau milieu du désert de Lompoul, une zone désertique située dans le département de Kébémer,
Le Festival du Sahel a vécu du 22 au 24 novembre sa 4e édition. L'occasion pour les festivaliers d'apprécier la splendeur du site. Je viens depuis 3 ans. Ah, c'est très bien, ça me plaît beaucoup. Je trouve c'est très sympa, tout le monde est tellement gentil et fait tout le monde est la bienvenue. On peut découvrir le art de sable ou bien la danse ou la musique et on peut communiquer avec les artistes. Le Festival du Sahel, c'est également d'autres activités notées dans les différents ateliers appelés Haïma. Si certains festivaliers ont préféré une randonnée à dos de dromadaire, les enfants, eux, ont fait parler leur génie dans l'atelier tableau sable. Je suis en train de faire un tableau de sable pour ma maman. Je suis en train de faire un tableau que j'espère donner à mon père et ma mère comme gratitude pour avoir eu la chance de venir au Festival de Sahel. La percussion et la danse étaient également au rendez-vous. Une sonorité qui allait se poursuivre au soir du 22 et 23 novembre avec 2 concerts qui ont enregistré la participation de plusieurs artistes. Ils ont tour à tour dansé et chanté pour la paix au Sahel. Ils ont tour à tour dansé et chanté pour la paix au Sahel. Tout le Au grand bonheur du public venu nombreux écouter ces grands noms de la musique. Moi je sens que c'est très bien, je m'amuse beaucoup, la musique c'est beaucoup de nouvelles expériences donc j'aime bien. Génial. Ça bouge. Chouette. Et le désert, comment vous l'avez? Magnifique, magnifique. Vraiment. Le Festival du Sahel, un moment de communion et de brassage culturel. Cette 4e édition, qui s'est déroulée du 22 au 24 novembre 2013, est porteuse d'un message: le Sahel, un espace de paix et d'échange. Tout le monde. Le Festival du Sahel, un festival qui a une histoire, mais également qui a ses ambitions. En voici le président. Le festival, c'est une idée qu'on a eue avec Raphaël Rodriguez, qui est le directeur du festival et aussi l'initiateur du festival. C'est une idée qu'on a eue pour essayer de faire autre chose dans les régions et de faire... mon projet, c'est d'arriver à trouver les moyens de rendre le festival non pas rentable, mais qui s'équilibre. Donc on va se battre pour ça, on va essayer de montrer un peu que ça vaut le coup de s'impliquer. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Football d'abord pour démarrer cette page de sport. Avec l'ouverture de la saison de football prévue les 13 et 14 décembre prochains, c'est la décision qui émane de la Ligue sénégalaise de foot professionnel qui était en conclave le week-end dernier à Saly Portudal. Le trophée des champions marque le début de la saison, le 30 novembre prochain donc, avec Jambar, Casa Sport comme affiche. Les 2 poules de la Ligue 2 sont également connues avec dans la poule A, entre autres Gorée Saloum, Dakar Sacré-Cœur et Tix. Dans la poule B, Douane, Renaissance de Dakar, Niambour, mais aussi les sucriers d'Assur, toujours avec le foot, avec les Lions du Sénégal qui font le plein dans le tournoi de l'UFOA. 2 sorties, 2 victoires. Deuxième victoire signée devant le Niger hier, 2-0. Richard Sagna et Sidi Sarr sont les buteurs sénégalais dans l'autre rencontre de la poule B. Le Togo a battu le Libéria 4-0, mais le Sénégal est qualifié en finale avant même sa 3e sortie devant le Libéria. Toujours le foot avec cette fois-ci la tanière. Une semaine après Sénégal-Côte d'Ivoire, 3 joueurs se signalent particulièrement en marquant des buts dans leur championnat. Il s'agit de Damdoy en Russie, mais également Moussa Sow en Turquie et Pape Ndiaye Souaré en France, nous dit Abdou Aziz Khan.
Certains Lions continuent de surfer sur la vague de leurs prestations réussies il y a une semaine face à la Côte d'Ivoire. Il s'agit particulièrement de Moussa Sow, Dame Ndoye et Pam Ndiaye Souaré. Après son pénalty inscrit avec les Lions face aux éléphants samedi dernier, Moussa Sow est resté dans la même dynamique en marquant un but précieux pour Fenerbahçe lors de la 12e journée de la Super League turque. Alors que Fener et Antalya Sport sont à égalité un but partout, l'attaquant sénégalais délivre les siens à la 90e minute en inscrivant son 3e but de la saison. Une victoire qui permet à Fenerbahçe de conserver sa première place au classement. Mais le Lion le plus en forme en ce moment en club, c'est Dame Ndoye. L'attaquant du Lokomotiv Moscou a inscrit l'unique but de la rencontre dans le derby face au Dynamo Moscou. Le buteur sénégalais porte ainsi son total à 10 buts et reste à 2 longueurs du meilleur buteur de la première ligue russe, Artem Zouiba. En France, Pam Ndiaye Souaré s'est découvert un nouveau talent, celui de buteur. Face à Toulouse, le latéral gauche des Lions a délivré le stade Pierre-Mauroy à 5 minutes de la fin en battant Ali Amada de la tête. Souaré en profite ainsi pour marquer son 3e but de la saison et permettre au LOSC de garder la 2e place du championnat. Nous passons au basket avec l'élite sénégalaise qui accueille deux clubs, Guédiawaye et l'ASC Thiès, deux clubs qui se sont affrontés en finale du tournoi de montée. Et c'est Thiès qui sort vainqueur, 55-35, déjà tourné vers la saison prochaine. Les clubs se fixent des objectifs. Cher Sadibou Diarra. La récompense au bout de la patience. Cette fois-ci, c'est la bonne. L'ASC Thiès monte en première division. Elle est même championne de la 2e division après sa victoire en finale de montée devant Disso, 55-35. Ce n'est pas évident parce que nous sommes un club qui manque énormément de moyens. On s'est battu depuis 2 ans pour accéder en première division. Une équipe qui se déplace avec énormément de difficultés. Mais alhamdoulilah, on a gagné le tournoi avec beaucoup de grandeur, avec beaucoup de fair play, avec un très bon basket. Pour Disso de Guédiawaye, l'essentiel était la montée. C'est notre objectif atteindre la première division. Maintenant, nous avons atteint notre objectif et nous allons continuer le travail pour se maintenir en première division. Après la montée, place au maintien donc. On va essayer de rester, maintenir. L'ASC Thiès se tourne déjà vers la saison prochaine avec l'ambition de se maintenir en première division. On ne va pas s'enflammer. On est en première division, on va allier 2 choses. Apprendre qu'est-ce que c'est que la première division et essayer d'y rester. C'est extrêmement important de gagner, mais d'y rester c'est plus difficile. Maintenant les gosses en sont très conscients. On va essayer de réunir toutes nos forces et d'essayer de rester en première division. Après l'euphorie de la montée, Disso de Guédiawaye et ASC Thiès vont affronter les dures réalités de l'élite du basket au Sénégal. Avec leur première expérience à ce niveau, la tâche s'annonce ardue. Chassadi Boudjara Ibou Diouf pour boucler avec le basket. L'ancien président de la fédération, Baba Tandian, anime une conférence de presse demain à 11h. C'est au stadium Marius Ndiaye. Khalifa Diakhaté. Merci Pape Abdoulader. Avant d'accueillir Babacar Fall, qui est notre invité de ce soir, Babacar Fall, le directeur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je vous en parlais de cette institution très peu connue ou en tout cas peu sollicitée dans le cadre des conflits entre citoyens. Le médiateur de la République qui le déplore indique qu'on réduit juste son champ d'intervention au litige foncier et la gestion des carrières des travailleurs et des retraités. Serigne Diop en marge du congrès de ce matin. Je crois que monsieur le président de la République lui-même y est revenu. Pourtant, c'est une institution qui a maintenant 22 ans, mais il reste encore que nous fassions de sorte que l'institution soit mieux connue. Surtout qu'il y a un paradoxe. L'institution sert aux citoyens, c'est-à-dire à les défendre lorsqu'ils ont des reproches à adresser à l'administration. Quand ils ont des reproches aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un avocat. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il aille faire un procès au tribunal. Ou il faut qu'il s'adresse à l'administration elle-même pour lui demander de revenir sur sa décision. Ce n'est pas très simple toujours pour un citoyen de s'adresser à une autorité administrative pour lui demander de revenir sur une décision. Or là, on lui offre quelqu'un qu'il saisit même sur une feuille de papier pour lui dire voilà ce que je reproche à telle administration et son travail lui est terminé. Il rentre chez lui. C'est le médiateur et ses services qui font tout le travail avec l'administration jusqu'à ce qu'on aboutisse à une conclusion. Mais celui-là devait quand même être connu. C'est pourquoi il nous semble qu'en 2014,
Nous essaierons d'organiser des rencontres, séminaires ou en tout cas des journées avec la presse. Le médiateur a déjà fait des tournées à l'intérieur du pays. Nous avons beaucoup de litiges qui concernent le foncier, beaucoup de litiges. Nous avons beaucoup de litiges qui concernent la gestion de carrière des agents, les avancements. Souvent, c'est très compliqué. Nous avons un gros dossier, moi, qui me tient à cœur. C'est le dossier des retraités. Vous savez, nous sommes tous de futurs retraités. C'est pourquoi il faut que nous soyons attentifs au moment où nous sommes en activité, parce que la retraite viendra. Et souvent, c'est très compliqué. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État Macky Sall, qui envisage de renforcer les prérogatives de cette institution qui, à ses yeux, contribue à consolider la démocratie et l'État de droit. J'ai eu à apprécier le rôle du médiateur de la République dans le renforcement de l'état de droit dans notre pays. Avant d'inviter le président à mener une réflexion sur le nécessaire repositionnement de cette institution dans le cadre global de la réforme des institutions de l'État. De nos jours, l'état de droit, c'est un État qui consacre aussi dans son dispositif institutionnel un médiateur, ombudsman, qui rectifie les insuffisances des mécanismes et procédures classiques de garantie des droits fondamentaux. En 1991, notre pays s'est doté d'un médiateur de la République, institution importante parce que participant de la préoccupation constante du perfectionnement de l'état de droit et de l'amélioration de la gouvernance publique. Force est de constater aujourd'hui une sorte de mondialisation de l'institution. Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie avec moi sur ce plateau, Babacar Fall, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'opération est en cours depuis le 19 courant. Quel serait le bilan à mi-parcours? Disons qu'aujourd'hui, les agents recenseurs sont sur le terrain. Ils ont déjà pris connaissance des zones qui leur sont attribuées pour la collecte de l'information et ils ont déjà commencé la collecte auprès des ménages. Oui. Et il faut dire qu'aujourd'hui, pour faire cela, nous avons un dispositif de suivi permanent avec la mise en place d'un dispositif de veille au niveau de l'agence qui permet d'être au courant de ce qui se passe sur le terrain au jour le jour. Très bien. Et qu'en est-il justement de l'accommodation du nouvel outil qui est l'ordinateur de poche sur le terrain? Bon, pour l'ordinateur de poche, les agents recenseurs ont subi une bonne formation et ils ont la maîtrise de cet outil. Bon, et aujourd'hui, ils l'utilisent très correctement pour faire leur travail. Ça me donne l'occasion d'ailleurs d'attirer l'attention sur la sauvegarde de cet outil qui nous a été prêté par un pays frère, le Brésil, pour qu'effectivement les populations nous laissent travailler avec cet outil, en sachant que c'est un outil conçu spécialement pour la collecte de l'information. Il y a des réticences? Pas de réticences. Il y avait quelques réticences au départ, mais avec les discussions qu'on a eues, que les collègues ont eues sur le terrain également, ça commence à s'améliorer. Mais il y a toujours cet appel qu'il faut rappeler. C'est à quel niveau? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, disons que certains attendent des explications. Quelle est l'utilisation du recensement? Bon, on se met à leur expliquer. Mais là où je voulais surtout en venir avec les PDA, pour la sauvegarde de cet outil, pour qu'on le laisse avec les agents recenseurs, en disant que c'est un outil qui ne sert qu'à faire des enquêtes, qu'à faire cette collecte d'informations. C'est un outil qui ne peut pas téléphoner, qui ne peut rien faire. Il faudrait donc lancer un appel aux populations pour qu'il n'y ait pas de convoitise au niveau de cet outil-là. Et on lance également un appel aux agents recenseurs pour qu'ils veillent très bien à cet outil qui leur a été confié pour la collecte de l'information. Très bien. Alors l'autre nouveauté, c'est le volet élevage également cette année. Tout à fait. Il y a le volet élevage et également le volet agriculture qui ont été introduits au volet population habitat qui sont des volets traditionnels des recensements qui ont été effectués au niveau du Sénégal.
Très bien. Alors, nous avons parlé tantôt du terrain, les difficultés auxquelles les agents sont confrontés. Qu'est-ce qui a le plus été relevé sur le terrain? Bon, disons que... Au-delà de la méfiance des uns et des autres. Disons qu'au départ, comme toute opération de cette envergure, il y a toujours des difficultés au niveau logistique qui sont signalées par certains agents dans certaines zones. Et avec le dispositif de veille que nous avons, à chaque fois qu'un tel incident... Par exemple, les problèmes de déplacement, étant donné qu'il fallait réquisitionner un certain nombre de véhicules au niveau des régions pour assurer le déplacement de certains superviseurs, parfois avec la limite qu'on a eu dans certaines zones pour ces réquisitions, il y a eu quelques difficultés de déplacement qu'on est en train de régler d'ailleurs au niveau central. Et donc ce sont souvent des difficultés de cette nature que nous relevons, des difficultés logistiques, des difficultés parfois de reconnaissance de certains DR, districts de recensement, qu'on essaie au fur et à mesure que les difficultés-là sont signalées par nos équipes qui sont sur le terrain. Et quelles sont les dispositions pour éviter ou en tout cas amoindrir les omissions, puisqu'on peut les apercevoir sans forcément avoir la chance de les accueillir? Absolument. Les dispositions qui sont prises, c'est que nous avons mis en place un numéro vert, le 800, 810, 812, pour que les populations qui se sentent oubliées ou omises par l'opération puissent se signaler, ou les populations qui veulent signaler des dysfonctionnements au niveau de l'opération puissent nous en faire connaissance pour que nous puissions prendre les devants et les régler aussitôt que cela est signalé. Voilà, donc le numéro vert que vous pouvez découvrir à l'écran, ce sera la contribution de TFM dans cette opération. Alors juste pour terminer, le traitement des données, justement pour consolider les assurances que vous avez déjà données aux populations. Le traitement des données se fait déjà même parallèlement, puisque si vous allez dans le site du recensement, www.recensement.sn, vous verrez qu'il y a un dispositif de suivi qui permet de collecter le niveau d'avancement des travaux. Nous avons des tableaux qui permettent de savoir le nombre de districts de recensement visités par les enquêteurs, le nombre de ménages visités par les enquêteurs dans chaque région, et ceci permet d'avoir un suivi régulier de cette opération. Et maintenant, aussitôt que nous aura terminé la phase de collecte au 9 décembre, Inch'Allah, nous allons nous mettre à exploiter très rapidement les données qui sont centralisées au niveau du siège. Et nous espérons que vers la fin du mois de février, nous aurons les premiers résultats du recensement en attendant de publier les données détaillées tout le long de l'année 2014. Alors, dernière question, c'est quelque peu sensible, mais c'est très important d'en parler. Il s'agit justement de cette petite réticence qui a été constatée du fait d'une certaine désinformation qui faisait l'amalgame au sujet de groupes, sous-groupes, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations ce soir pour les rassurer? Pour les rassurer, je voudrais dire que dans le dispositif, parfois il faut aller dans les détails pour ne pas oublier. Mais nous sommes conscients qu'il y a des groupes ethniques, des groupes de langues qui sont dans notre pays. Et nous avons pris les dispositions pour prendre en compte ces niveaux de groupes, le groupe des Sérères, le groupe des Alpulaar, le groupe des Mandingues, le groupe des Sarakolé, etc. Donc, nous avons pris les dispositions. Il y a eu quelques discussions au départ, mais nous avons bien éclairci la situation. Parce qu'il n'est pas question d'hierarchie. Exactement. Il n'est pas question du tout d'éclatement détaillé de ces groupes-là pour arriver à peut-être à des interprétations qui peuvent conduire à des situations incontrôlables. C'est pas cela, en tout cas, le souhait de l'ANSD. C'est le souhait de l'ANSD, c'est d'avoir des informations exhaustives à ce niveau-là, mais dans les publications, nous avons pris les dispositions pour que effectivement les données soient publiées dans un format adéquat qui ne fait pas l'objet de contestation aucune. Alors, donc, pour terminer, faciliter le travail aux agents, ce serait comme aller voter, par exemple. De toute façon, les données que vous allez recueillir serviront justement à la politique que nos autorités vont certainement déployer. Tout à fait. Nous disions tout à l'heure que l'objet du recensement, c'est d'avoir des informations correctes, fiables,
pour permettre aux décideurs, qu'il s'agisse des décideurs publics ou des décideurs privés, comme les investisseurs ou la société civile, d'avoir des aides à la décision. Parce que si, imaginez qu'on veuille installer des structures médicales, des postes de santé, des centres de santé, des hôpitaux, etc., les décideurs ont besoin d'avoir les populations dans les localités pour pouvoir, disons, calibrer le niveau d'investissement à réaliser dans ces zones. Il en est de même pour l'école. En connaissant les populations, le profil des populations, on a une idée sur la population scolarisable, donc le nombre d'écoles à construire dans les localités, le nombre d'enseignants à recruter dans ces localités, et donc tout le dispositif à mettre en place. Comme on le dit, si vous recevez des invités dans votre maison, vous avez besoin de connaître le nombre d'invités pour connaître la quantité de riz à mettre dans la marmite. Donc, bien que cela, essayer de connaître, de bien apprécier la demande et bien mesurer les décisions à prendre au bénéfice des populations. Babacar Fall, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, nous allons découvrir avec notre réalisateur Pierre sur cette antenne le numéro vert que vous pouvez utiliser au cas où vous n'auriez pas aperçu d'agent recenseur. C'est ainsi au niveau de votre quartier ou en tout cas dans votre localité de manière générale. Donc c'est le 812. Voilà. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Merci.